Voilà, donc ce soir, j'ai une tête de fin de Covid, puisque je suis en fin de Covid. Et, et donc, on va parler ce soir de la recette numéro 9, les ateliers dynamiques. Magnifique recette d'intelligence collective, pas si connue que ça, et pourtant très efficace, très, très, très facile à mettre en œuvre. Voilà. Donc, je suis très heureux de vous partager cette recette ce soir. La recette numéro 9, je vais faire comme d'habitude, j'ai partagé mon écran et je vais vous raconter cette recette. Hop. Voilà, très bien. Vous avez mon écran. Alors voilà, l'image illustrative des ateliers dynamiques peut laisser quand même assez perplexe parce que finalement, il faut vraiment regarder les détails. Regarder les détails pour comprendre. Sinon, ça fait juste un truc avec des flèches, on ne comprend rien, mais vraiment, il y a des détails très subtils. Donc, j'y reviendrai tout à l'heure. En fait, c'est vraiment une image qui résume complètement la recette, les 2 étapes de la recette des ateliers dynamiques. Donc, de quoi s'agit-il? Le principe des ateliers dynamiques, c'est de faire travailler un grand nombre de participants de façon très impliquante en gardant chacun acteur de A à Z. Donc, c'est vraiment ça la clé du sujet. La clé des ateliers dynamiques, c'est de se dire finalement, chacun va être acteur du début à la fin, et notamment le principe magique, c'est de dire aux participants, chacun d'entre vous va restituer. C'est ça la clé des ateliers dynamiques, c'est chacun d'entre vous va restituer le travail qu'il aura fait en atelier, le fruit de son atelier. Et là, ça laisse un peu perplexe parce qu'on se dit, mais si j'ai 100 participants, je ne vais pas avoir 100 restitutions. Bien sûr que non, on ne va pas avoir 100 restitutions sur scène, mais le principe clé, c'est que chacun va restituer son travail en petits groupes. Voilà. Finalement, cette recette, elle est intéressante parce que son cas d'application classique, j'ai envie de dire, le plus fréquent, c'est on a un client qui a prévu de faire des ateliers voilà, sur un certain nombre de sujets, et avec un truc assez classique finalement qu'on trouve dans un séminaire. On va faire des ateliers. Et puis, il a prévu de faire en sorte que ces ateliers soient restitués. Et c'est là où ça devient pénible. C'est que les restitutions d'ateliers en plein air, c'est souvent un exercice assez misérable, hein, où on a un pigeon qui vient sur scène, qui fait ce qu'il peut pour restituer tant bien que mal le travail qui a été fait avec d'autres. Voilà, se faire le porteur d'idées qui ne sont pas forcément les siennes, avec lesquelles il n'est pas forcément d'accord. Et puis d'ailleurs, il y en a beaucoup que ça stresse énormément et à qui on demande de trouver quelqu'un. Enfin, en gros, il a fallu trouver quelqu'un pour restituer, donc c'est tombé sur quelqu'un, le pauvre. Et puis, les gens qui sont dans la salle, pardon, eux, ils sont fond de fauteuil à attendre que ça se termine le plus vite possible parce que, bah, en gros, c'est ennuyeux, quoi. Et c'est ce qui est écrit ici. Hein. Quoi de plus ennuyeux que les restitutions de multiples ateliers de travail dans un séminaire en grand nombre? En général, on entend les mouches voler parce qu'on s'ennuie copieusement. Voilà. Alors que j'avais écrit ça dans le bouquin. Les malheureux volontaires désignés font de leur mieux pour restituer fidèlement les choses de façon souvent laborieuse, trop longue, pendant que le reste du groupe attend patiemment et passivement que cela se termine. Et en général, quand on raconte ça à un client, on voit des sourires en coin et vraiment le fait que c'est une expérience assez vécue que ces restitutions misérables. Donc finalement, les ateliers dynamiques mis sur, sur, des, sur des moteurs assez puissants, hein, que sont la responsabilisation et le petit format, avec un principe clé qui est que chacun, c'est ça le mot clé, chacun sera amené à restituer le résultat de l'atelier auquel il a participé, et il fera cela dans un petit groupe. Voilà. Et quand on explique, quand on donne les consignes des ateliers dynamiques aux participants, au début, quand on les lance dans la première phase des ateliers, il ne faut surtout pas leur en dire plus que cela. Parce que sinon, on les perd. On n'a pas besoin de leur dire comment, on a juste besoin de leur dire ça. Donc, quand on lance les ateliers, on dit, voilà, vous êtes tous en atelier, c'est quelque chose d'assez classique que vous connaissez, vous allez réfléchir sur le sujet de votre atelier, vous allez produire un livrable, une feuille de paperboard sur ce sujet d'atelier. Et d'habitude, il y a quelqu'un qui vient restituer, bah là, je vous annonce que chacun d'entre vous va restituer. Et je vous expliquerai comment tout à l'heure. Voilà, chacun d'entre vous va restituer ce qui aura été produit par son atelier,
et il le fera en petits groupes. Et je vous expliquerai tout à l'heure, vous n'avez pas besoin de savoir maintenant. Allez-y, faites votre travail en atelier. Et rien qu'en disant ça, en fait, on a augmenté le niveau d'attention des participants puisqu'ils savent qu'ils vont devoir restituer. Donc, comment ça se passe? Pardon. Alors, il y a un prérequis que chaque atelier traite d'un sujet spécifique qui est différent des autres ateliers. Voilà. Et un deuxième prérequis, c'est que, et vous allez comprendre pourquoi tout à l'heure, il y a au moins autant de participants par atelier qu'il y a d'ateliers. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si j'ai 6 ateliers, ça veut dire que j'ai au moins 6 participants par atelier. OK? Mais je peux en avoir 7, 8, 9, etc. Okay? Donc, au moins, par atelier, au moins autant de participants par atelier qu'il y a d'ateliers. Alors ensuite, comment ça se passe? Il y a une première phase qui est classique. Chaque atelier se déroule. Il se déroule en parallèle et chaque atelier produit un livrable qui est, voilà, ça dépend du thème du séminaire. Hein, et ce livrable, alors, restera sur la table ou sur la feuille de paperboard ou sur le paperboard au besoin. Là, j'ai mis sur la table parce qu'on aime bien mettre les choses sur la table. Voilà. Donc, il va rester à l'emplacement. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il va rester à l'emplacement où il a été produit, ce livrable. Ensuite, il y a une deuxième étape quand la phase d'élaboration est terminée. On va recomposer des groupes et on va répartir les participants dans des nouveaux groupes appelés groupes de restitution. Donc, il y a eu les groupes d'élaboration. On va construire des groupes de restitution. Chaque groupe de restitution comprenant au moins un représentant de chacun des ateliers. Et c'est ici que je vous amène à ce petit schéma qui explique ça très bien. Donc ici, vous avez, alors comme ce sont des schémas qui ne sont pas en quadricomie, on n'a pas pu faire il fallait faire des formes. Donc vous voyez là, j'ai mes 4 thèmes. J'ai le thème les ronds, le thème carré, le thème triangle et le thème losange. Là, je suis dans la phase d'élaboration. Et donc, c'est représenté avec 4 ateliers différents et 4 participants par atelier. Okay, et donc là, les gens qui sont en rond, alors je vais mettre en jaune, je vais mettre les ronds, ça va donner de la valeur ajoutée à cette vidéo, d'accord? Voilà, les carrés, ils sont en orange, donc les carrés, c'est ceux qui ont réfléchi, qui ont travaillé sur le thème carré. OK. Ensuite, on va mettre en violet ceux qui réfléchissent sur le thème triangle. Voilà. OK. Et ensuite, on va mettre en vert ceux qui réfléchissent sur le thème losange. Donc, 4 thèmes d'atelier, 4 ateliers en parallèle. Au moment de la recomposition des groupes, qu'est-ce qu'on va faire? On va déplacer les gens et on va les mettre. Donc là, par exemple, dans ce groupe-là, on va constituer des nouveaux groupes. Hop, et donc dans ce groupe-là, je vais en mettre un qui vient de là, un qui vient, pardon, mais je vais essayer de faire en sorte que les flèches aillent dans le bon ordre. Regardez, lui là, il va ici. OK? Et puis j'en ai pris un qui vient de là. Et puis j'en ai pris un qui vient de là. Et puis j'en ai pris un qui vient de là. Et donc j'ai bien dans mon groupe de restitution, je prends le temps de vous l'expliquer parce qu'il est un peu compliqué à comprendre le process. J'ai bien un représentant de chacun des groupes d'élaboration. Donc j'ai bien un jaune, un orange, un violet, OK, et enfin un vert. Voilà. Et mon groupe de restitution est constitué, et c'est la même chose. C'est la même chose dans les 4 autres groupes. Okay, donc finalement, j'ai brassé de façon à constituer des groupes de restitution dans lesquels j'ai un représentant de chaque sujet. Voilà, ça, c'est la deuxième étape. Et je vous expliquerai tout à l'heure comment est-ce qu'on fait pour faire ces groupes. Et puis enfin, étape 3, on va faire l'étape 3 dite de restitution tournante. Et donc, le principe, c'est que les livrables vont rester, le livrable de chaque atelier reste à sa place sur la table. Et chaque groupe de restitution va passer de table en table. Et quand un groupe va arriver à une table, le ou les participants qui ont travaillé à l'élaboration du livrable, il n'y en a pas forcément 2, il y a une erreur, le ou les participants qui ont travaillé à l'élaboration du livrable qui se trouve sur la table, le présentent aux autres. Illustration, ici dans mon groupe, vous voyez, le livrable, c'est le carré. Donc le carré, c'est le orange. Et donc lui là,
il a contribué à ce livrable. Et donc, il est capable d'en parler. Et donc, c'est lui qui restitue, les autres écoutent. Et il se passe la même chose en simultané dans les différents groupes qui sont autour des différentes tables. Au bout d'un temps qui est cadencé, voilà, clap des mains, coup de gong, jingle, ce que vous voulez, les groupes vont tourner. C'est pour ça que c'est une restitution dite tournante. Ils restent ensemble. Donc, les 4 qui sont là restent ensemble et ils vont aller voir le sujet d'après. Le sujet d'après, c'est le triangle. Et donc, pour le triangle, c'est le sujet violet. Quand ils seront à cette table-là, c'est lui qui va restituer parce que c'est lui le violet. Okay, donc, quand ils seront à cette table, c'est lui qui va restituer. Quand ils seront à la table aux anges, c'est lui qui va restituer, etc. Et donc, ils vont faire 4 rotations. Dans mon exemple, où il y a 4 ateliers, ils vont faire 4 rotations. Et à chaque fois, celui qui a contribué au livrable présente. Et voilà. Et la recette, c'est ça. C'est aussi simple que ça. Et ensuite, il y a des petites variantes que je vais vous expliquer sans noyer dans le détail parce qu'il y a plein de sujets. Mais voilà. Déjà, je vais me pencher sur qu'est-ce que ça produit. La première chose que ça produit, évidemment, c'est de l'implication, et notamment dans la phase d'élaboration. Et ça, c'est vraiment intéressant. C'est-à-dire que comme chacun sait qu'il va devoir restituer, sans avoir forcément le détail, sans avoir du tout le détail de comment ça va se passer, quand je sais que je vais restituer, je m'implique plus. C'est assez simple, j'ai déjà dit tout à l'heure. Ensuite, ça produit de l'attention et de la bienveillance dans la restitution. Pour le coup, comme on est en petit groupe et qu'on sait, on comprend très vite que chacun va y passer, tout le monde y passe, donc je sais que chacun va y passer. Et donc, du coup, il y a un climat d'attention particulier, on se respecte quoi. Parce que là, c'est lui qui restitue, mais attention, moi, je sais que dans 3 tours, c'est moi qui vais restituer. Et puis enfin, de l'énergie. La phase de restitution, pour le coup, on est vraiment à un effet complètement opposé de la restitution classique en format plénière, puisque c'est rythmé, on passe de table en table, il y a du mouvement, ce n'est pas toujours les mêmes personnes qui parlent, il y a aussi de la place pour l'échange, donc il n'y a pas de place pour la passivité, c'est vraiment un processus qui est extrêmement énergisant. Voilà. Alors, quelques compléments. Le premier, c'est que c'est un processus hyper efficace. Son gros inconvénient, c'est qu'il est très, très difficile à expliquer. Et donc, surtout, il ne faut pas essayer d'expliquer aux participants comment ça va se passer, sinon vous les perdez. Même quand vous êtes avec votre client dans la partie architecture du séminaire et que vous expliquez à votre séminaire ce processus-là, à votre client ce processus-là, 9 fois sur 10, il n'aura pas compris. 9 fois sur 10, il n'aura pas compris. OK ? Donc, il faut réexpliquer, prendre le temps, leur dire non, il n'y a personne qui reste à la table parce que vous voyez, les gens s'imaginent que, ah oui, mais alors du coup, il y en a un qui va… Ah oui, si, il y en a un qui va rester à chaque table. Non, ils ne vont pas rester à chaque table. Ils sont ensemble et ils tournent autour des livrables. Donc, vous pouvez montrer cette vidéo. Maintenant, elle existe et je pense qu'elle explique suffisamment bien les choses. Donc, par rapport à l'animation, il faut juste les guider pas à pas en leur donnant le minimum nécessaire d'instruction. Voilà. Ensuite, une petite variante par rapport à la phase 1. Je vous ai dit, il faut que ce soit des sujets d'ateliers différents. Il y a une variante qui consiste à avoir un seul sujet, mais traité par des populations différentes. OK ? Donc, si je reviens à mon schéma, par exemple, imaginons que là, le carré, c'est l'équipe marketing. C'est ça qui caractérise une table. Le triangle, c'est l'équipe logistique. Le losange, c'est l'équipe finance. Et le rond, c'est l'équipe commerce, par exemple. OK ? Et la question qui est posée, c'est quels sont nos défis pour l'année qui vient ? Nos grands défis pour l'année qui vient, les choses qu'on a vraiment à relever ensemble, nous, l'entreprise. Et donc, du coup, on a un seul sujet, mais qui est traité par des populations différentes. Et donc là, le processus fonctionne très bien. Là où le processus ne fonctionne pas bien du tout, et je le dis pour l'avoir déjà expérimenté, c'est si vous mélangez les populations et que vous leur posez une même question. Okay ? Parce que dans ce cas-là, quand on va avoir la restitution, on va avoir une redondance trop forte. Les gens vont s'ennuyer parce qu'ils vont trouver toujours à peu près les mêmes réponses. Voilà. Donc, c'est important que les tables soient différenciées, soit par leur sujet, soit par la population qui explore le sujet. Voilà, c'était une variante. Oui, tiens, il y a décrite là. Voilà. Ensuite, un petit bonus qui n'est pas écrit dans le bouquin. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi il n'est pas écrit dans le bouquin explicitement. Quand on a plus de personnes par groupe, par exemple, si ici, dans un groupe, là, il y avait eu une personne de plus là, et puis une personne de plus là.
Eh ben, c'est juste qu'on aurait mis il y aura eu un groupe dans lequel il y aurait eu 2 personnes orange là, OK? Voilà, 2 personnes orange et au moment de restituer le sujet orange, eh ben, ils vont s'y mettre à 2, OK? C'est-à-dire qu'on va avoir plusieurs représentants d'un même sujet, dans un groupe de restitution et c'est pas grave voilà, parce que ça permet de restituer à 2. Voilà, voilà. Quels sont les ingrédients qui sont utilisés? La bonne question parce qu'évidemment, la formulation du thème de chaque atelier, un peu comme dans tout atelier, ça a beaucoup d'impact sur la qualité de ce qui est produit. Co-construire parce qu'en fait, les ateliers sont un espace de co-construction un peu par nature et puis très important, nulle part où se cacher parce que là, c'est vraiment une recette où on voit bien cet ingrédient à l'œuvre, hein. Chacun est mis en responsabilité, personne ne peut, s'extraire du processus. Voilà. Et puis en mineur, changer de partenaire parce que quand on passe de la phase quand on passe en phase 3, on a regroupé intégralement, on a recomposé intégralement les nouveaux groupes. Et puis l'ingrédient 17, la récolte, parce qu'il faut formaliser, ça impose de formaliser les travaux. Il faut une formalisation des travaux, un livrable sur lequel s'appuyer lors de la restitution, sinon le processus ne peut pas marcher. Voilà, est-ce qu'il y a des choses que je ne vous ai pas dites qui sont importantes? Il y a peut-être pour revenir juste au sens, en fait, moi, il y a beaucoup en cas d'utilisation de cette recette, il y a beaucoup de clients chez qui cette recette-là, c'est la première chose que j'ai faite. Premier séminaire en grand nombre. En fait, ce n'est pas risqué, ça ne présente pas de risque. Vous voyez, on n'emmène pas sur des choses qui sont trop loin. Vous avez des ateliers, on va juste faire en sorte que la restitution ne soit pas ennuyeuse. Que pour une fois, la restitution soit une expérience très positive. Et je vous ai expliqué comment. Et vraiment, les clients comprennent très, très bien la vertu de cet outil-là. Donc, il ne faut pas hésiter à s'en servir comme un processus un peu initiatique à ces techniques voilà, auxquelles les clients ne sont parfois pas du tout habitués quand ils découvrent ça. Ensuite, une autre chose à dire, peut-être, c'est que quand moi, cet outil-là fait vraiment partie du triptyque World Café, Forum ouvert, Atelier dynamique. Pour moi, c'est vraiment les 3 outils auxquels je pense quand j'ai un grand nombre. Un peu ce réflexe. Attends, est-ce que je vais faire un World Café? Le World Café, ça crée de la convergence, ça favorise les conversations, ça crée de la convergence, ce sentiment-là ça brasse bien le groupe, voilà. Le forum ouvert, ça crée plutôt de la divergence. Si on fait sortir des sujets, ça met beaucoup en responsabilité. C'est un processus exigeant, c'est un processus magnifique. Et les ateliers dynamiques, ça dynamise. En plus, ça dynamise fort un truc qui est extrêmement passif d'habitude. Oui, il y a comme un... Je vais prendre ta question après, Léna, si tu veux bien. Après la fin de l'enregistrement. Voilà. Et ensuite, il y a des questions souvent sur la taille du groupe. Par exemple, ça fonctionne jusqu'à 100. J'ai fait souvent des ateliers dynamiques à 100. Ça fonctionne très bien. Ça fait 10 groupes de 10. Donc 10 sujets d'atelier. Voilà. Au-delà de 10, ça commence à devenir un peu long. Les facteurs limitants, si je puis dire, pour ce process, c'est de se dire les nombres de rotations. À un moment donné, quand les gens ils ont tourné 10 fois, au bout d'un moment, il y a un peu un trop-plein. Et puis le nombre de participants par groupe aussi. Voilà, mais en même temps, il peut très bien y avoir, voilà, s'il y a beaucoup de participants, il peut y avoir plusieurs ateliers dynamiques dans une même salle. Et d'ailleurs, la fois où je l'ai fait avec le plus grand nombre, c'était avec le groupe ADO, c'était, je crois, en 2008 ou 2009 par là. Et il y avait les 450 directeurs de magasins du monde entier qui étaient réunis à Paris. Et on avait fait les ateliers dynamiques finalement avec plusieurs zones. À chaque fois, c'était des zones où ils étaient 64. Il y avait 8 groupes de 8. Et on avait fait tourner ces groupes de 8 sur eux-mêmes. On avait fait le processus avec les 8 groupes de 8. Voilà, et ils étaient 450 et ça va très bien marché parce que la dynamique dans chaque cercle dans chaque espace était complète.
Voilà. Je pense que je vous ai dit tout ce qu'il fallait vous dire pour ce soir. La prochaine fois, prochain book club, on sera sur la recette 10, challenger une analyse. C'est une recette qui n'est pas très souvent utilisée. Elle est vraiment très puissante. Elle est assez complexe, mais elle est très puissante. C'est une recette qui s'intéresse à quand on a produit une analyse, par exemple, un force, faiblesse, opportunité, menace, et qu'on veut que le collectif challenge cette analyse, et qu'on veut vérifier que cette analyse est bien robuste, qu'il la challenge, qu'il la complète, c'est un processus qui permet de faire ça. Voilà, j'arrête là l'enregistrement. Merci de votre attention.